Imagine ta vie comme une pièce en désordre. Tu peux fermer la porte et prétendre que tout est sous contrôle, mais tôt ou tard, le chaos te rattrape. C'est la même chose avec ton esprit et tes émotions. Tu peux tromper pendant un certain temps, mais la réalité finit toujours par montrer qui tu es lorsque personne ne te regarde. Et si tu ne prends pas le contrôle, la vie se chargera de te frapper. La grandeur personnelle ne signifie pas le confort ni la motivation passagère. La motivation s'éteint. Ce qui soutient est la discipline, cette habitude froide et consciente de faire ce qui doit être fait, même si tu n'en as pas envie. C'est la frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. L'extérieur peut t'applaudir, mais il peut aussi s'effondrer en un instant. Ton véritable pouvoir est à l'intérieur, dans le contrôle de ton esprit au milieu du chaos, dans le maintien du calme quand tout brûle, dans la vie avec vision pendant que d'autres se distraient dans l'immédiat. Écoute bien, la grandeur est un état intérieur. Elle naît lorsque tu entraînes ton esprit comme un muscle, lorsque tu te prépares en silence et choisis la difficulté, parce que tu sais que ce qui est solide dure plus longtemps que ce qui est facile. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas une théorie. Ce sont des principes qui, si tu les appliques, changeront ta vie de l'intérieur. 1. Fais de la discipline ton fondement. La discipline est comme l'acier qui traverse le feu. Elle ne se forme pas dans le confort, ni dans la douceur de l'instant facile, mais dans la chaleur qui exige résistance et dans les coups qui donnent forme à quelque chose de solide. Sans cet acier, toute structure s'effondre. Il en va de même pour ta vie. Tu peux rêver de grandeur, tu peux remplir ton esprit de désir, mais sans discipline, tout reste en promesses creuses qui ne soutiennent rien. L'erreur de beaucoup est de croire que la discipline est une punition ou une prison, alors qu'en réalité, c'est la clé qui ouvre la porte à la véritable liberté. Celui qui n'a pas de discipline est esclave de ses impulsions, de sa paresse, de l'instabilité de son humeur. Un jour, il se sent motivé et avance, mais le lendemain, lorsque la motivation disparaît, il abandonne. Et ainsi, il reste coincé dans un cycle d'essais ratés qui le plonge dans la frustration. Celui qui comprend la discipline sait qu'il ne dépend pas de l'envie de faire, mais de l'exécution, parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'il l'a déjà décidé, parce qu'il a un objectif clair qui ne se négocie pas avec des excuses. Regarde-le froidement. La vie ne récompense pas les intentions, elle récompense les actions répétées avec constance. Peu importe si tu es fatigué, si tu n'as pas le moral, si les circonstances ne sont pas idéales. La discipline, c'est se lever du lit quand tout ton corps veut continuer à dormir. C'est accomplir l'entraînement, l'étude, le travail, même si personne ne te félicite. C'est rester sur le chemin quand les autres ont déjà abandonné. La discipline est ce qui sépare celui qui obtient des résultats de celui qui accumule seulement des plaintes et des lamentations. Je veux que tu comprennes une fois pour toutes. La motivation est un luxe, mais la discipline est une nécessité. Sans discipline, il n'y a pas de caractère. Sans caractère, il n'y a pas de grandeur. Chaque fois que tu choisis de remplir ton devoir, même si tu n'en as pas envie, tu entraînes ta volonté. Tu construis brique par brique la forteresse qui te soutiendra quand tout autour de toi s'effondrera. Et cela, même si tu ne le vois pas maintenant, fera la différence entre avoir une vie ordinaire ou une vie de véritable pouvoir. La discipline est aussi de la patience. Tout n'arrivera pas rapidement, et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne les voient pas, ils se découragent. La discipline t'apprend à avoir confiance dans le processus, à rester ferme, même si tu ne vois pas de récompense à court terme. Chaque jour que tu remplis ton devoir est un investissement qui se multiplie en silence, jusqu'à ce qu'un jour, ce qui semblait invisible devienne une réalité impossible à ignorer. Ne confonds pas la discipline avec une rigidité sans sens. Il s'agit de construire des habitudes qui te rapprochent de ce que tu veux, pas de te punir. C'est créer un système d'action qui, répété, te transforme en quelqu'un de plus fort, de plus concentré, de plus capable de résister aux épreuves de la vie. C'est apprendre à te dire à toi-même « je vais le faire », non pas parce que c'est facile ou parce que j'en ai envie,
mais parce que c'est nécessaire pour devenir qui je veux être. Rappelle-toi ceci, ton futur se définit par ce que tu fais dans le petit, pas dans le grand. La discipline ne se démontre pas dans un acte héroïque isolé, mais dans la répétition silencieuse de choix corrects jour après jour. C'est là que se forge l'acier de ton caractère. Entraîne ton esprit à penser clairement. L'esprit est comme un verre. Si c'est propre, tout ce que tu regardes est clair. Si c'est sale, cela déforme la réalité, te confond, te fait voir des problèmes là où il n'y en a pas et te cache des solutions qui ont toujours été devant toi. C'est ainsi que beaucoup vivent avec des pensées troubles, enchevêtrées dans des soucis et des croyances limitantes qui les amènent à prendre de mauvaises décisions. Et le pire, c'est qu'ils croient que le monde est le problème, alors qu'en réalité, c'est le filtre mental avec lequel ils l'observent. Penser clairement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque choix que tu fais, chaque pas que tu fais, naît d'abord dans ton esprit. Si ton esprit est obscurci par le bruit, par l'anxiété, par l'excès de distraction, tu finis par vivre en pilote automatique, en réagissant au lieu de décider. Le stoïcisme l'avait bien compris. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ton esprit. Si tu ne l'entraînes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et tu finiras par vivre selon les opinions, les attentes et les désirs des autres. Je veux que tu sois direct avec toi-même. Combien de fois as-tu perdu du temps en pensées répétitives, à tourner en rond, à t'inquiéter de ce que tu ne peux pas changer? Cette énergie est gaspillée et se transforme en fatigue mentale. Penser clairement signifie séparer l'utile de l'inutile, ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas, ce qui mérite ton attention de ce qui ne fait que voler ta paix. Il ne s'agit pas de penser plus, mais de penser mieux. Entraîner l'esprit exige une discipline quotidienne, ce n'est pas un acte occasionnel. Cela signifie remettre en question tes propres croyances, reconnaître quand une pensée naît de la peur et non de la raison, t'arrêter avant de réagir impulsivement et analyser calmement la situation. C'est un processus de nettoyage constant, comme celui qui polit un verre pour le garder transparent. La clarté n'apparaît pas seule, elle se construit avec la pratique. Il y a un principe clé, ne crois pas tout ce que tu penses. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il te répète des histoires du passé, il invente des scénarios du futur et te fait sentir que tout est perdu, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. L'entraîner, c'est apprendre à identifier ses pièges internes et à rendre le pouvoir à la raison. Cela ne signifie pas éliminer les émotions, mais éviter qu'elles soient celles qui décident pour toi. Dans les moments de chaos, la clarté mentale devient ton plus grand avantage. Alors que les autres se noient dans la confusion, celui qui a entraîné son esprit sait s'arrêter, respirer, observer et agir avec précision. Ce contrôle est ce qui te permet de choisir avec froideur le bon chemin, même s'il n'est pas le plus facile ni le plus rapide. Parce que la clarté ne cherche pas la gratification immédiate, elle cherche des décisions qui soutiennent ton avenir. Ne confonds pas la clarté avec la perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais te tromper, mais d'apprendre à penser objectivement pour te tromper moins et corriger plus vite. Cela signifie agir sans la fumée de l'anxiété ou l'influence de l'opinion des autres. C'est prendre le contrôle de ton esprit et le diriger vers ce qui te fait grandir. Souviens-toi de ceci. Le succès n'est pas seulement défini par ce que tu fais, mais par comment tu penses avant de le faire. Un esprit entraîné est comme un phare dans la tempête. Il éclaire le chemin quand tout semble sombre. Et quand tu arrives à penser clairement, tu découvres que les problèmes n'étaient pas aussi grands qu'ils semblaient, que les solutions ont toujours été là et que la véritable liberté commence par ta façon de penser. 3. Maîtrise tes émotions dans le chaos. Les émotions sont comme une mer agitée. Si tu apprends à la naviguer, tu avances même s'il y a une tempête. Mais si tu te laisses emporter par ces vagues, tu finis par couler, peu importe ta force. C'est ce qui se passe dans la vie réelle. Le chaos arrive, les problèmes se présentent, la pression augmente, et ce qui décide vraiment de ton destin n'est pas l'ampleur de la tempête, mais ta capacité à garder le cap quand tout bouge.
Beaucoup pensent que contrôler ses émotions signifie les réprimer, les garder ou faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est l'erreur qui détruit de l'intérieur. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les nier, c'est les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et décider de la place qu'elles auront dans tes actes. La colère peut t'aveugler, mais elle peut aussi te donner de l'énergie pour fixer des limites. La peur peut te paralyser, mais elle peut aussi être un signal d'alerte qui t'oblige à mieux te préparer. L'essentiel est que tu sois le maître, pas elle. Le chaos externe est inévitable. Tu vas affronter des critiques, des pertes, des trahisons, des changements inattendus. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ta réaction à l'intérieur. Et c'est la différence entre une personne ordinaire et quelqu'un qui s'élève au-dessus de l'adversité. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions s'effondre dès que la vie le frappe. Il réagit avec des cris, de la colère, du désespoir et finit par prendre des décisions qui ne font qu'aggraver la situation. En revanche, celui qui a entraîné son esprit à rester calme devient un mur qui ne se brise pas, un phare qui ne s'éteint pas même si la tempête fait rage. Je veux que tu y penses directement. Combien de fois as-tu dit ou fait des choses que tu as regrettées plus tard, simplement parce que tu étais dominé par une impulsion? C'est la preuve que les émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, gouvernent ta vie plus que ta raison. Et ce qui gouverne ta vie définit ton avenir. Tu ne peux pas te permettre d'être un esclave de la colère, de l'anxiété ou de la tristesse, car alors tu donneras ton pouvoir à des forces internes que tu ne comprends même pas entièrement. Maîtriser tes émotions demande une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un instant, cela se construit avec conscience. Cela signifie prendre un moment avant de réagir, respirer, te demander si ta réponse est vraiment celle que tu veux donner ou si elle n'est que le reflet du chaos interne. Cela signifie ne pas laisser les autres avoir le pouvoir de ruiner ta paix avec leurs paroles ou leurs actions. Et surtout, cela signifie utiliser chaque émotion comme un outil plutôt que de la laisser devenir une chaîne qui t'attache. Dans le stoïcisme, la sérénité n'était pas un luxe, c'était une stratégie de guerre. Celui qui reste serein au milieu du chaos a toujours l'avantage sur celui qui perd le contrôle. La sérénité n'est pas passivité, c'est clarté dans le moment le plus critique. C'est la force d'agir avec sang-froid quand tout le monde autour de toi est pris de panique. Ce calme ne vient pas de lui-même, il se travaille et devient ton arme la plus puissante. N'oublie pas ceci, le chaos ne te détruit pas, ce qui te détruit, c'est de te perdre à l'intérieur de lui. La vie va toujours te lancer des défis, certains si durs que tu auras l'impression de ne plus pouvoir continuer. Mais si tu arrives à rester ferme, si tu apprends à maîtriser ce que tu ressens au lieu de laisser tes sentiments te dominer, alors tu découvriras qu'aucune tempête n'est plus grande que ta capacité à y résister. Parce que la vraie grandeur n'est pas d'éviter le chaos, mais de le naviguer avec suffisamment de contrôle pour en sortir plus fort. 4. Prépare-toi en silence tous les jours. Un guerrier n'attend pas que la bataille commence pour aiguiser son épée. Il le fait dans l'obscurité, quand personne ne le regarde, quand le monde pense qu'il se repose. Cette préparation silencieuse est celle qui décide de la victoire avant que le combat ne commence. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il ne s'agit pas de ce que tu fais quand on te regarde, mais de ce que tu pratiques en secret quand personne ne t'applaudit. La plupart veulent des résultats rapides et visibles. Ils veulent que le succès soit immédiatement visible, que les autres reconnaissent leur effort. Mais la vérité est que la grandeur se construit dans les heures cachées, dans les actes répétés qui ne sont ni publiés ni montrés. Se préparer en silence, c'est accepter que le chemin vers la maîtrise personnelle se parcourt en solitude, lorsque tu fais face à ta propre résistance et que tu choisis néanmoins d'avancer. Ce principe exige de la constance. Chaque jour, quelles que soient les circonstances, tu dois consacrer un espace pour renforcer ton corps, ton esprit et ton âme. Je ne parle pas de grands gestes, je parle d'habitudes qui s'accumulent. Lire quand d'autres perdent du temps dans des distractions, s'entraîner quand d'autres choisissent le confort, réfléchir en silence quand la majorité court après le bruit.
Ce sont ces actions invisibles qui font la différence lorsque vient le moment de montrer qui tu es. La préparation en silence te protège également de l'auto-tromperie. Parce qu'il est facile de prétendre devant les autres, mais ce que tu fais en privé révèle ton véritable caractère. Si tu es discipliné en privé, lorsque tu seras confronté à un défi, tu n'auras pas à inventer de la force, car tu l'auras déjà cultivée. Si, en revanche, tu t'habitues à la paresse, aux excuses, à l'improvisation, la vie te mettra à nu sans pitié. Le silence est ton allié. C'est là que tu réfléchis, que tu planifies et que tu corriges. C'est là que tu te regardes avec une honnêteté brutale et que tu reconnais tes défauts pour les améliorer. La préparation silencieuse ne consiste pas seulement à travailler dur, mais à travailler avec un but, à identifier ce dont tu as besoin pour être prêt et à le construire pas à pas. Il ne suffit pas de répéter des actions, tu as besoin de clarté et de direction. Vois-le ainsi. Celui qui se prépare tous les jours en silence développe un avantage invisible. Alors que d'autres attendent que l'opportunité se présente, tu as déjà les armes prêtes. Alors que d'autres improvisent au milieu du chaos, tu agis avec fermeté parce que tu avais déjà envisagé les scénarios. Celui qui se prépare n'est jamais totalement surpris, parce qu'il comprend que la vie met toujours à l'épreuve et que le devoir de chacun est d'être prêt avant qu'elle n'arrive. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Tu n'as pas besoin de crier ton effort, ni d'annoncer chaque étape. Le véritable pouvoir se démontre par les résultats, pas par les mots. La préparation quotidienne te donne une sécurité interne, cette confiance qui ne dépend pas de l'approbation externe. Et quand vient le moment d'agir, ta solidité parlera plus fort que n'importe quel discours. Souviens-toi de ceci. Chaque jour que tu t'entraînes en silence, tu construis un avenir que les autres ne peuvent pas voir. Il se peut que personne ne le remarque aujourd'hui, mais viendra le jour où tout ton effort caché se révélera dans ta façon d'affronter la vie. Prépare-toi toujours, car la vie ne prévient pas quand elle mettra à l'épreuve ton caractère. Et quand ce moment viendra, il sera trop tard pour improviser. Ceux qui gagnent ne sont pas les plus talentueux. Ce sont ceux qui se sont préparés en silence sans s'arrêter, jusqu'à ce que leur préparation devienne une partie d'eux, leur grande préparation. 5. Anticipe les difficultés avec des plans clairs. Pense à un échiquier. Le joueur moyen bouge par impulsion en espérant que la chance l'accompagne et célèbre quand un mouvement lui réussit. Le maître, en revanche, ne bouge pas une pièce sans avoir considéré plusieurs mouvements à l'avance. Son pouvoir ne réside pas dans la chance, mais dans la préparation mentale pour prévoir ce qui peut arriver et décider calmement la meilleure réponse. La vie fonctionne de la même manière. Celui qui improvise vit en éteignant des incendies. Celui qui planifie apprend à maîtriser le feu. Anticiper ne signifie pas être obsédé par l'avenir, ni vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Cela signifie utiliser la raison pour reconnaître que les problèmes sont inévitables et que la différence entre tomber ou résister réside dans la préparation. N'attends pas d'être en crise pour penser à comment réagir, car le chaos ne laisse pas le temps de réfléchir. Le plan est conçu à l'avance, dans le calme, afin que dans la tempête, tu n'aies qu'à l'exécuter. La majorité vit piégée dans l'improvisation. Ils laissent tout pour la dernière minute, réagissent précipitamment, se paralysent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ensuite, ils blâment la malchance, le destin, l'injustice de la vie. La vérité est autre. Le manque de vision et de plan clair les a condamnés à l'échec. La vie ne frappe pas seulement quelques-uns, elle frappe tout le monde, mais seuls quelques-uns ont la stratégie pour rester ferme. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu te prépares pour cela. Anticiper, c'est accepter qu'il y aura des pertes, qu'il y aura des obstacles, que rien ne sera aussi facile que tu l'imagines. Et loin de te noyer dans les plaintes, tu utilises cette prévision pour te munir d'outils, de force, de clarté. Un plan n'élimine pas la douleur, mais réduit le chaos. Il n'élimine pas la difficulté, mais te donne la structure mentale pour y faire face avec fermeté. Avoir des plans clairs te libère également de la peur. L'incertitude détruit ceux qui ne pensent jamais au-delà du présent. En revanche, lorsque tu as un plan,
Même si la vie change les règles, tu sais par où commencer. La clarté te donne la tranquillité, et la tranquillité te donne la force. Celui qui ne planifie pas agit dans la panique. Celui qui planifie exécute avec précision. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu échoué, non pas parce que c'était impossible, mais parce que tu ne t'étais pas préparé? Tu n'as pas assez étudié, tu n'as pas économisé ce qu'il fallait, tu n'as pas calculé les risques. Et ensuite, tu l'as appelé malchance. La vérité est que l'avenir montre toujours des indices de ce qui va arriver, mais seuls ceux qui sont attentifs savent les voir. Anticiper, c'est entraîner cette vision. Avoir des plans clairs ne signifie pas que tout se passera exactement comme tu l'as dessiné. La vie mettra toujours des virages inattendus. Mais quand tu as une structure, quand tu sais quelle est ta direction, tout détour peut être corrigé. L'improvisation absolue, en revanche, te rend faible parce que chaque problème te surprend. Celui qui planifie sait s'adapter, celui qui improvise vit en éteignant des feux qui ne finissent jamais. Souviens-toi de ceci, les grandes réalisations ne sont pas construites sur le hasard, elles sont construites sur la stratégie. Chaque jour où tu penses clairement, où tu anticipes des scénarios, où tu prépares des réponses, tu crées un filet qui te soutient lorsque les autres tombent. Et quand la difficulté apparaît, tu ne seras pas celui qui se plaint, tu seras celui qui avance avec des pas fermes, parce que tu savais déjà que la vie n'est pas facile, et pourtant tu t'es préparé pour gagner la partie. 6. Apprends à sacrifier l'immédiat pour l'important. Un jardinier qui arrache la graine parce qu'elle ne fleurit pas en une semaine ne connaîtra jamais la puissance d'un arbre qui donne de l'ombre et des fruits pendant des décennies. Ainsi vivent beaucoup de gens. Ils détruisent leur avenir par l'impatience du présent. Ils échangent le durable pour l'éphémère. Ils choisissent la gratification rapide, même si cela les condamne ensuite au vide. La grandeur ne se trouve pas dans l'instantané, mais dans la capacité à renoncer à la facilité pour construire ce qui compte vraiment. Le problème réside dans l'obsession de l'immédiat. Nous sommes entourés de stimuli qui nous vendent l'illusion de résultats rapides, de plaisirs instantanés, de chemins sans effort. Tout nous invite à céder à l'impulsion, manger sans mesure au lieu de prendre soin de notre santé, dépenser ce que nous n'avons pas au lieu d'économiser, perdre des heures en distraction au lieu de travailler sur notre objectif. Le résultat est toujours le même, faiblesse, frustration, sentiment de vide. Et ce n'est pas parce que la vie est injuste, mais parce que tu n'as pas eu le caractère de choisir ce qui te rapprochait de ta vision au lieu de ce qui calmait ton anxiété momentanée. Sacrifier l'immédiat n'est pas vivre sans plaisir, c'est comprendre les priorités. C'est accepter qu'il y a des plaisirs que tu dois reporter parce que tu poursuis quelque chose de plus grand. C'est entraîner ta volonté à résister à la tentation du moment au nom de la récompense qui viendra plus tard. Les stoïciens le savaient, celui qui ne maîtrise pas ses désirs devient leur esclave. Et un esclave ne peut jamais être libre, encore moins grand. La clé est de se rappeler que chaque décision que tu prends est un investissement. Soit tu investis dans la facilité et le bon marché du présent, soit tu investis dans ce qui construira ta force à long terme. Chaque fois que tu choisis de dormir un peu plus au lieu de t'entraîner, chaque fois que tu choisis de te distraire au lieu d'apprendre, chaque fois que tu choisis de dépenser en banalité au lieu d'économiser, tu décides d'affaiblir ton avenir. Et lorsque viendront les moments critiques, tu ne pourras blâmer personne, car le sacrifice que tu as évité sera la dette que tu paieras plus tard. Le sacrifice te forge aussi. Chaque fois que tu dis non à ce qui te tente, mais ne te sert pas, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis l'inconfort productif sur le confort stérile, tu entraînes ton esprit à résister. C'est là la véritable liberté. Ne pas dépendre de l'immédiat pour te sentir bien, mais avoir le contrôle pour décider ce qui te construit vraiment. Comprends ceci. Personne n'arrive loin sans renoncer à quelque chose. L'athlète renonce au plaisir pour s'entraîner, le sage renonce aux distractions pour apprendre, le leader renonce au confort pour guider. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est un investissement.
Et même si au début ça fait mal, le fruit que tu récoltes ensuite est plus grand que n'importe quelle satisfaction instantanée. Sois honnête avec toi-même. Quels sont les choix que tu continues à faire aujourd'hui qui te retirent de la force au lieu de te la donner? Ce sont peut-être de petites habitudes, mais accumulées, elles construisent des chaînes qui limitent ta croissance. Si tu n'apprends pas à sacrifier, tu finiras par être victime de tes propres impulsions. Souviens-toi toujours de cette vérité. L'immédiat est tentant, mais l'important est ce qui transcende. Si tu veux la grandeur, habitue-toi à mettre de côté ce qui te donne du plaisir aujourd'hui pour gagner ce qui te donnera du pouvoir demain. Parce que l'avenir ne se donne pas, il se paie avec discipline et sacrifice. Et seul celui qui comprend cela devient maître de son destin. 7. Définis des objectifs fermes et poursuis-les avec patience. Il existe une vérité inconfortable. La plupart des gens vivent avec énergie, avec désir, voire avec talent, mais sans direction. Ils sont comme des bateaux, avec des voiles ouvertes et le vent en poupe, mais sans gouvernail. Ils bougent, avancent, font du bruit, mais n'arrivent à aucun port. Définir des objectifs fermes est ce gouvernail qui empêche que ta vie soit un voyage perdu. Sans eux, ta force est gaspillée. Ta discipline se dilue et tes émotions finissent par gouverner au lieu de te servir. La grandeur personnelle ne se construit pas à partir de l'improvisation ni des caprices du moment. Tu as besoin de t'arrêter avec froideur et de te demander honnêtement ce que tu veux vraiment accomplir. Je ne parle pas de désirs superficiels ni de phrases de motivation bon marché, mais d'objectifs clairs, mesurables et connectés à un but profond. Demande-toi, qu'est-ce que je veux atteindre? Quel prix suis-je prêt à payer? Quel sacrifice suis-je prêt à assumer pour y arriver? Parce que tout véritable objectif exige des renoncements, et celui qui n'est pas prêt à céder le facile n'atteindra jamais l'extraordinaire. Définir des objectifs, c'est s'engager envers soi-même, et cet engagement est ce qui renforce le caractère. Il ne suffit pas d'écrire une liste de rêves, tu dois les transformer en promesses qui ne se négocient pas avec des excuses. Lorsque tu as des objectifs fermes, il est plus facile de rejeter ce qui n'ajoute rien, car toute distraction devient une menace contre ton futur. Cette clarté coupe la paresse à la racine et te donne une direction si définie que même les obstacles se transforment en rappel de combien il vaut la peine de résister. Mais un objectif, aussi solide soit-il, ne peut être atteint sans patience. L'impatience est un poison silencieux qui détruit plus de rêves que l'échec. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils ne supportent pas le temps qu'il faut pour y arriver. Ils confondent lenteur avec impossibilité et cessent d'avancer juste au moment où ils étaient sur le point de voir des résultats. La patience ne signifie pas rester assis à attendre, cela signifie travailler sans relâche, même si tu ne vois pas de récompense immédiate. Avoir confiance en ce que chaque action, aussi petite soit-elle, s'accumule jusqu'à devenir une réalisation. La patience devient aussi ton bouclier face aux coups inévitables. Aucun chemin vers un objectif précieux ne sera linéaire. Il y aura des retards, des chutes, des déceptions. Celui qui n'a pas de patience abandonne au premier obstacle. Celui qui la cultive comprend que chaque difficulté fait partie du parcours, que chaque retard lui entraîne la volonté. À ce stade, ceux qui rêvent se séparent de ceux qui agissent. Les premiers cherchent une gratification rapide, les seconds préfèrent le sacrifice soutenu parce qu'ils savent que ce qui vaut prend du temps. Il est nécessaire que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Les objectifs fermes ne te guident pas seulement, ils te renforcent aussi. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de validation externe ni d'approbation étrangère. Le chemin est dur, mais il ne te brise pas, parce que ta conviction devient un mur contre le doute. La patience renforce cette conviction, car elle t'apprend à apprécier le processus autant que le résultat. Et quand tu apprends à apprécier le processus, chaque jour devient une victoire en soi. Je veux que tu graves ceci dans ton esprit. La vie ne récompense pas celui qui court le plus vite. Elle récompense celui qui sait où il court et celui qui n'abandonne pas même si le voyage est long.
Définis tes objectifs avec fermeté, poursuis-les avec discipline et soutiens ton effort avec patience. 8. Vis avec une vision à long terme. La vie ressemble à la construction d'une cathédrale. Celui qui ne regarde que le présent voit des pierres détachées, de la fatigue dans les bras et de la poussière dans l'air. Celui qui a une vision à long terme voit comment chaque pierre, aussi petite soit-elle, deviendra une partie d'un temple qui durera des siècles. C'est la différence entre ceux qui se contentent de l'immédiat et ceux qui s'élèvent au-dessus du temps. La capacité de voir au-delà du présent et de travailler avec les yeux fixés sur ce qui n'existe pas encore. La vision à long terme est ce qui t'empêche de gaspiller ta vie en gratifications instantanées. La plupart des gens sont pris au piège de l'immédiat. Ils cherchent un plaisir rapide, un succès rapide, une reconnaissance rapide. Et quand ils ne l'obtiennent pas, ils se frustrent et abandonnent. Cette façon de vivre est fragile, car l'immédiat ne comble jamais et exige toujours plus. En revanche, celui qui agit avec vision comprend que ce qui est précieux nécessite du temps et que la patience fait partie du prix à payer pour ce qui est durable. Avoir une vision ne signifie pas se perdre dans des rêves impossibles ni fuir le présent. Cela signifie donner une direction à chaque action, relier ce que tu fais aujourd'hui à ce que tu veux récolter demain. Si ta vie se limite à résoudre seulement l'urgent, tu n'auras jamais l'énergie pour construire ce qui est important. Mais lorsque tes décisions sont guidées par une vision claire, même le sacrifice devient plus supportable, car tu sais que tu avances vers quelque chose qui transcende. Vivre avec une vision à long terme te protège aussi du vide. Beaucoup arrivent à un certain âge et réalisent qu'ils ont vécu pour l'immédiat. Ils ont dépensé, couru, se sont distraits, mais n'ont rien construit de solide. La vision t'oblige à réfléchir aux legs que tu laisseras, à la vie que tu auras construite lorsque les distractions disparaîtront et que seuls les résultats resteront. Il ne s'agit pas d'être obsédé par l'avenir, mais de t'assurer que chaque pas d'aujourd'hui ait un sens demain. Ce principe exige de la discipline et de la clarté. Il ne suffit pas d'avoir une vision, il faut la maintenir lorsque le chemin s'allonge. Il y aura des moments où il semblera que rien ne change, où les résultats tarderont à venir. Et c'est là que la vision devient ton moteur, car elle te rappelle pourquoi tu as commencé et où tu vas. Celui qui n'a pas de vision abandonne face à la difficulté. Celui qui en a une tient bon, car il sait que ce qu'il construit n'est pas pour un jour, mais pour toute une vie. Sois conscient de ceci. Chaque action immédiate que tu choisis ajoute ou soustrait à ton avenir. La discipline d'aujourd'hui est la force de demain. L'épargne d'aujourd'hui est la liberté de demain. L'apprentissage d'aujourd'hui est la sagesse de demain. Et l'inverse est également vrai. La paresse d'aujourd'hui est le regret de demain. La distraction d'aujourd'hui est le vide de demain. La vision à long terme te rend responsable de chaque décision, car tu comprends que rien n'est innocent. Tout a des conséquences. La grandeur ne se mesure pas à ce que tu accomplis en semaines ou en mois, mais à ce que tu construis au fil des années. Alors, si tu veux cesser d'être juste un autre qui éteint des feux, commence à penser comme un architecte de ta vie. Demande-toi où tu veux aller et travaille chaque jour avec cette direction en tête. Car à la fin, la vraie victoire n'est pas dans ce que tu obtiens rapidement, mais dans ce qui reste lorsque tout le reste disparaît. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, ta vie est en désordre non pas à cause de ce qui t'entoure, mais à cause de ce que tu portes en toi. Ce n'est pas la ville, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le partenaire. Le véritable chaos naît dans ton esprit et dans tes décisions. Et si tu ne l'affrontes pas maintenant, il continuera à gouverner chaque pas que tu fais, même si tu essaies de fuir. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. La bataille la plus importante n'est jamais à l'extérieur, elle est toujours à l'intérieur. Marc Aurèle l'a dit sans détour, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Tu comprends ? Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui détermine ton destin, c'est ce que tu tolères dans ta tête et ce que tu permets dans ton cœur. Tant que tu n'entraînes pas ta concentration, la distraction te dévore. Tant que tu ne contrôles pas tes émotions, elles te contrôlent.
Et tant que tu continues à attendre le moment parfait pour changer, tu offres ce que tu ne peux pas récupérer, le temps. Cette vidéo n'est pas un ornement ni un discours pour te sentir bien pendant quelques minutes. C'est un coup direct, une invitation à te mettre devant le miroir et à reconnaître que personne ne viendra mettre de l'ordre dans ta vie. L'ordre, c'est toi qui le construis, avec discipline, avec courage, avec des décisions qui dérangent. Épictète l'a enseigné avec fermeté. Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cette liberté commence lorsque tu arrêtes de te justifier et choisis d'agir. Ce que tu vas entendre, ce sont 10 pratiques stoïciennes pour transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Ce ne sont pas des conseils doux, ce sont des défis qui dérangent, car la croissance ne naît jamais du confort. Ici, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de discipline. Il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit d'agir. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras que ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, c'est toi-même. Et en même temps, c'est aussi ton plus grand allié. Es-tu prêt à l'affronter? 1. Entraîne ta concentration avec une discipline quotidienne. Un esprit dispersé est comme une rivière qui déborde. Il court dans toutes les directions, emporte tout sur son passage, mais n'arrive nulle part avec force. En revanche, lorsque tu parviens à le canaliser, cette même eau qui semblait chaotique se transforme en énergie capable de faire bouger des moulins. C'est ainsi que fonctionne la concentration. Sans discipline, c'est un désordre. Avec une pratique quotidienne, c'est du pouvoir pur. Et si tu n'apprends pas à la contrôler, tu vivras à la merci de chaque distraction qui se présente sur ton chemin. L'erreur la plus courante est de penser que la concentration est un don naturel, alors qu'en réalité c'est une compétence entraînée. Marc Aurèle l'a mieux compris que quiconque en écrivant que l'esprit devient invincible lorsqu'il se concentre sur ce qui dépend de lui. Qu'est-ce que cela signifie? Que ton attention est ton champ de bataille. Et si tu ne décides pas quoi protéger, le monde le décidera pour toi. Aujourd'hui, tu ne te bats pas seulement contre tes peurs, mais aussi contre les notifications, les réseaux sociaux, les conversations vides, et tout ce qui vole des secondes qui ne reviendront jamais. Si tu veux vraiment des résultats, commence par une pratique simple mais puissante. Réserve un moment chaque jour pour travailler sans interruption. Tu n'as pas besoin d'heures interminables, 30 minutes de concentration totale suffisent. Pendant ce laps de temps, ta mission est de résister à la tentation d'abandonner et de rester ferme. En le répétant tous les jours, tu façonnes ton esprit comme un muscle qui se renforce avec des répétitions constantes. L'inconfort initial fait partie du processus, car c'est seulement en le supportant que tu construis une véritable discipline. Le deuxième conseil est de nettoyer ton environnement. Tu ne peux pas prétendre avoir un esprit concentré si ton espace reflète le désordre. Sénèque avertissait que les petites pertes sont celles qui ruinent une vie entière, et chaque distraction acceptée est un temps qui ne revient pas. Éteins les notifications, range ton bureau, définis l'essentiel et élimine l'inutile. Fais de ton environnement un terrain de soutien et non de sabotage. Le silence extérieur t'aidera à cultiver le silence intérieur. Tu as aussi besoin de clarté de but. Celui qui ne sait pas où il va finit par se perdre sur n'importe quel chemin. Écris chaque matin les 3 actions les plus importantes de ta journée et engage-toi à les accomplir sans excuse. Lorsque la tentation de te distraire apparaît, rappelle-toi que chaque minute défendue est une victoire contre ton propre chaos. Et ces victoires quotidiennes sont celles qui, accumulées, forgent une vie ordonnée. S'entraîner à la concentration n'est pas confortable, mais c'est indispensable. Chaque fois que tu choisis de te concentrer, tu deviens plus fort qu'hier. La discipline ne se mesure pas en grands discours, elle se mesure en minutes que tu protèges avec détermination. La véritable maîtrise de la vie commence lorsque tu es maître de ton attention. La concentration n'est pas de la magie, ni une inspiration passagère, c'est de la constance, de la résistance au bruit et la décision de diriger ta vie au lieu de la laisser à la dérive. 2. Renforce ton corps pour renforcer ton esprit.
Un immeuble haut et solide ne tient pas avec de jolis murs, mais avec des fondations profondes et solides. Il en va de même pour l'esprit. Peu importe combien tu lis, combien tu réfléchis, ou combien tu veux grandir spirituellement. Si ton corps est faible, ton esprit vacillera comme une maison construite sur du sable. Le corps n'est pas un accessoire, c'est le support sur lequel reposent toutes tes pensées, décisions et actions. Prétendre avoir de la discipline, de la clarté et de la résilience sans prendre soin de ton physique est comme demander à un cheval épuisé de gagner une course, cela ne se produira tout simplement pas. Les stoïciens l'ont compris avec précision. Sénèque disait que le corps doit être traité avec rigueur pour qu'il n'en désobéisse pas à l'âme. La force physique n'est pas de la vanité ni un luxe, c'est la base de ta force mentale. Quand tu entraînes ton corps, tu entraînes aussi ton caractère. L'effort physique quotidien t'apprend à supporter l'inconfort, à te discipliner dans la constance et à résister quand l'esprit veut t'abandonner. C'est pourquoi un corps entraîné devient un allié silencieux, un rappel constant que tu peux faire plus que ce que ta paresse veut te faire croire. Le conseil le plus pratique est simple. Fais de l'exercice chaque jour, même si ce n'est que pendant une demi-heure. Tu n'as pas besoin d'équipements coûteux ni de routines compliquées, juste la volonté de bouger ton corps avec intention. Cours, fais des pompes, saute, marche intensément, peu importe, mais fais-le. L'important est de maintenir la constance, car chaque jour où tu surmontes la voix intérieure qui dit « je n'ai pas envie », tu renforces aussi ton esprit. Le physique ne se transforme pas seulement avec des répétitions, ton caractère aussi. Une autre pratique clé est de prendre soin de ce que tu consommes. L'esprit ne peut pas fonctionner clairement si ton corps est intoxiqué par un excès de malbouffe, d'alcool ou de vices qui le détériorent. Épictète avertissait que celui qui est esclave de ses appétits n'est pas libre, et ici la leçon est directe. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu répètes dans ta routine quotidienne détermine ton niveau d'énergie et par conséquent ta capacité à penser clairement. Choisir ce qui entre dans ton corps est un acte de discipline et de respect envers toi-même. Le repos fait aussi partie du renforcement. Ne confonds pas le repos avec la paresse, car il ne s'agit pas de se livrer à l'inactivité, mais de donner au corps ce dont il a besoin pour se rétablir et continuer à performer. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une exigence pour avoir une clarté mentale et une résistance émotionnelle. Renforcer le corps n'est pas chercher l'apparence ni la reconnaissance, c'est construire une base solide pour que l'esprit puisse gouverner fermement. Un corps fort te donne de l'énergie pour affronter les défis, de la clarté pour prendre des décisions et de la résistance pour ne pas te briser face à l'adversité. Chaque flexion, chaque kilomètre parcouru, chaque choix d'un repas sain est une déclaration silencieuse que tu choisis d'être maître de toi-même. Le corps est le temple de l'esprit, et si tu l'entraînes avec rigueur, ton intérieur trouvera la force de rester debout face à n'importe quelle tempête. 3. Change ton attitude avant de changer ton environnement. Le monde peut être peint de nouvelles couleurs, mais si tu regardes avec des yeux gris, rien ne changera dans ta vie. Beaucoup pensent que la solution est de déménager, de changer de partenaire ou de chercher un autre travail. Mais ils se trompent, car ils emportent le même désordre interne partout. L'environnement compte, mais ton attitude détermine tout. Tu peux être au milieu des difficultés et te sentir ferme, ou être dans un paradis et vivre amèrement. La différence n'est pas à l'extérieur, elle réside dans la façon dont tu choisis d'interpréter et de répondre à ce qui t'arrive. Marc Aurèle a écrit que si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à ce sujet. Cette phrase révèle la vérité crue. Ton esprit a le pouvoir de transformer le poids en leçon ou la blessure en opportunité. Si ton attitude est celle d'une victime, tu trouveras toujours des coupables. Si ton attitude est celle de la force, tu trouveras des chemins. La première transformation que tu dois chercher n'est pas de changer les personnes ou l'environnement, mais ta façon de les affronter.
Le conseil pratique commence par observer tes pensées. Chaque fois que tu dis « c'est insupportable », arrête-toi et demande-toi « est-ce vraiment insupportable ou est-ce que je refuse d'apprendre de cela ?» Changer ton dialogue interne est comme ajuster la boussole d'un navire. Tu ne peux peut-être pas arrêter la tempête, mais tu décides dans quelle direction naviguer. Une autre étape est de pratiquer la gratitude consciente. Cela semble être un cliché, mais être reconnaissant même au milieu des difficultés change ta perception de ce que tu vis. Cela ne signifie pas te résigner. Cela signifie reconnaître qu'il y a toujours quelque chose d'utile à tirer de n'importe quelle situation. Épictète enseignait que les hommes sont perturbés non par les faits, mais par ce qu'ils pensent des faits. Si tu es reconnaissant, tu choisis de donner un autre sens à ce qui se passe. Il est également essentiel de t'entourer de discipline mentale. Chaque matin, établis l'attitude avec laquelle tu vas agir, ne la laisse pas au hasard. Décide d'être résilient, décide de rester calme, décide de ne pas te laisser emporter par la négativité. Au début, tu auras l'impression de faire semblant, mais avec le temps, ton esprit s'alignera sur cette décision quotidienne. Ton environnement ne s'améliorera pas immédiatement, mais ta façon d'être dans cet environnement le fera, et c'est suffisant pour commencer à le transformer. Changer d'attitude ne signifie pas sourire faussement ou cacher ce qui fait mal. C'est accepter la réalité et répondre avec fermeté. C'est regarder ce que tu ne peux pas changer et l'utiliser comme un gymnase pour entraîner ton caractère. La vie ne s'adapte pas à tes caprices, mais ton esprit peut s'adapter à n'importe quelle vie. Lorsque tu maîtriseras ta perception, l'environnement cessera d'avoir le pouvoir de te détruire. Ta force intérieure sera celle qui mettra de l'ordre dans le chaos externe. Et c'est la plus grande victoire qu'un stoïcien peut atteindre. 4. Libère-toi des vices qui t'asservissent. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas toujours en fer. Parfois elles sont invisibles et se déguisent en habitudes que tu répètes sans te poser de questions. Tu crois que tu décides. Mais en réalité, c'est ton corps qui obéit, ton impulsion, ton besoin de fuir l'inconfort. Un vice n'est pas seulement fumer ou boire excessivement, c'est aussi regarder ton téléphone toutes les 5 minutes, manger sans contrôle, succomber à la paresse ou dépendre de la validation des autres. Tout ce qui gouverne tes actes sans ton permission est un maître, et tu es son esclave. Épictète a été catégorique en disant que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cela signifie que tant qu'un vice a le contrôle, ta liberté n'est qu'une apparence. Tu peux ressentir un plaisir momentané, mais ensuite vient le vide, la culpabilité et la certitude que tu as perdu une autre bataille contre toi-même. La vie ne se met pas en ordre lorsque tu accumules plus de distractions. Elle se met en ordre lorsque tu brises les chaînes qui te drainent d'énergie et de volonté. Le premier conseil est d'identifier avec une brutalité honnête ce qui te domine. Fais une liste de ces habitudes que tu répètes, même si tu sais qu'elles te détruisent. Ne les maquille pas, ne te cherche pas d'excuses, reconnais-les. La prise de conscience est la première étape pour te libérer. Ensuite, établis un plan clair pour réduire leur emprise sur toi. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir envie de changer, il s'agit d'agir même lorsque ton esprit supplie de rester le même. Une méthode stoïcienne est de pratiquer l'abstinence volontaire. Sénèque parlait de la valeur de s'habituer à la pénurie pour ne pas dépendre du superflu. Tu peux choisir une journée sans réseaux sociaux, une semaine sans alcool, un repas léger lorsque ton corps exige l'excès. Ces actes, bien que petits, sont des entraînements à la liberté. Ils te rappellent que tu es le maître et non tes impulsions. Une autre étape pratique est de remplacer le vice par une discipline utile. Il ne suffit pas d'abandonner une habitude. Tu as besoin de remplir ce vide par quelque chose qui renforce ta vie. Si tu abandonnes la paresse, remplace-la par de l'exercice. Si tu lâches la comparaison, remplace-la par de la gratitude. Si tu arrêtes de dépendre de la validation, remplace-la par des réalisations internes. L'esprit a besoin de direction, et si tu ne lui en donnes pas, il retournera aux anciens schémas. La liberté ne signifie pas ne jamais ressentir de tentation, mais ne pas céder à celle-ci. Chaque fois que tu résistes, tu forges ton caractère. Chaque fois que tu choisis la discipline sur le confort, tu te libères un peu plus.
Les vices sont des chaînes, et chaque action consciente est un coup contre ce métal qui te retient prisonnier. Te libérer de ce qui t'a servi est douloureux, car le vice promet toujours un plaisir immédiat. Mais si tu choisis le chemin difficile, tu trouveras la récompense la plus précieuse, être maître de toi-même. Et quand tu te gouvernes, personne ni rien ne peut te soumettre. C'est là la véritable force, celle qu'aucun ennemi externe ne peut te prendre. 5. Décide avec la raison et non avec l'émotion. Les émotions sont comme une mer agitée, des vagues qui frappent avec force et peuvent te couler si tu tentes de naviguer sans contrôle. La raison, en revanche, est le gouvernail qui maintient le cap même lorsque la tempête semble insupportable. Celui qui vit guidé uniquement par l'émotion est un bateau à la dérive, esclave du vent et des vagues, incapable d'atteindre un port sûr. Mais celui qui place la raison au commandement transforme même la tempête en une opportunité de démontrer sa maîtrise. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle répétait que si tu es angoissé par quelque chose d'externe, ce n'est pas à cause de la chose elle-même, mais à cause de ton jugement sur elle. Ce jugement est le filtre de la raison, la capacité de décider non pas à partir de la réaction impulsive, mais à partir de la clarté que donne la réflexion. L'émotion te pousse à parler quand tu devrais te taire, à abandonner quand tu devrais résister ou à attaquer quand tu devrais attendre. La raison, en revanche, te permet de t'arrêter, d'évaluer et d'agir de manière à ce que ta décision ne devienne pas ta condamnation. Le premier conseil est d'apprendre à faire une pause. Face à toute situation qui te perturbe, attends quelques secondes avant de réagir. Cela peut sembler peu, mais ces secondes sont la différence entre exploser et répondre avec fermeté. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais la façon dont nous les interprétons. Et cette pause est l'espace dans lequel tu décides comment interpréter ce qui se passe. Ne te précipite pas, l'émotion cherche l'urgence, la raison demande le calme. Une autre étape est de te demander quelles conséquences ta décision aura à l'avenir. Sénèque avertissait que la colère est une folie passagère, car sur le moment elle semble juste, mais après elle laisse des cicatrices. Avant d'agir sous l'impulsion, pense, cette décision me donnera-t-elle la paix demain ou me causera-t-elle des regrets? La raison se concentre sur ce qui est durable, l'émotion ne cherche qu'un soulagement immédiat. Il est également vital d'entraîner l'esprit avec des pratiques quotidiennes. Écris tes pensées, revois tes réactions passées, analyse quand tu as agi avec calme et quand tu ne l'as pas fait. L'autoréflexion est un exercice de pouvoir, car elle te permet de détecter des modèles et de les briser. Si tu ne t'observes pas, tu répéteras les mêmes erreurs encore et encore, en pensant que le monde est le coupable, alors qu'en réalité, c'est toi qui ne maîtrises pas tes émotions. Décider avec la raison ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie reconnaître l'émotion, l'observer et décider de ne pas être esclave d'elle. L'émotion peut te prévenir d'un danger ou te rappeler une injustice, mais elle ne doit pas avoir le dernier mot. La raison est celle qui évalue, choisit et gouverne. Et quand elle gouverne, la vie s'ordonne, car tes actes ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la clarté que tu construis à l'intérieur. Celui qui apprend à décider avec la raison devient invulnérable à la manipulation, car personne ne peut contrôler quelqu'un qui maîtrise son propre jugement. C'est la victoire stoïcienne, être maître de son esprit dans un monde qui vit esclave de ses impulsions. 6. Arrête de procrastiner et agis maintenant. Le temps est comme du sable entre les doigts. Plus tu le serres en croyant que tu as le contrôle, plus il s'échappe rapidement. Procrastiner est cette douce auto-tromperie qui promet un lendemain parfait, mais qui en réalité vole ton aujourd'hui. Tu te convaincs qu'il y aura un moment idéal, que demain tu auras plus d'énergie, que plus tard ce sera plus facile. Mais la vérité est que demain n'existe pas, seul existe cet instant. Chaque minute que tu repousses est une minute qui ne revient jamais, et quand tu comprendras cela, tu auras déjà perdu trop de temps. Sénèque a écrit que ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup.
Et c'est là la racine de la procrastination, l'illusion que le temps est abondant et infini. Il ne l'est pas. Chaque fois que tu repousses un projet, une décision ou une action, tu décides de rester stagnant. La vie ne se met pas en ordre avec des souhaits, elle se met en ordre avec des pas concrets. Le stoïcien comprend que l'action présente est le seul endroit où il peut exercer un véritable pouvoir. Le premier conseil est d'arrêter d'attendre la motivation. La procrastination vit nourrie par l'idée que tu dois avoir envie d'agir. C'est un mensonge. Tu n'as pas besoin d'envie, tu as besoin de décision. Commence par le plus petit. 5 minutes de travail, une tâche brève, une action minimale qui brise l'inertie. Une fois que tu as fait le premier pas, le mouvement génère du mouvement. Un autre conseil pratique est de diviser le grand en gérable. Beaucoup procrastinent parce que l'objectif semble accablant et l'esprit le rejette. Divise ton objectif en parties, concentre-toi sur l'avancement d'une seule et laisse les petites réussites construire de l'élan. N'oublie pas que Marc Aurèle insistait pour vivre le présent, pour ne pas porter tout le poids de l'avenir d'un seul coup, car tout ce que nous possédons est le maintenant. Il est également utile d'identifier les pièges qui alimentent ta procrastination. Demande-toi, quelles excuses répète-je toujours? Quelles distractions cherchais-je lorsque je dois agir? Fais une liste de ces fuites et élimine-les à la racine. Si le téléphone te vole des heures, éteins-le. Si le désordre te freine, organise ton espace. La procrastination ne se vainc pas avec des souhaits, elle se vainc avec des stratégies concrètes. Un exercice stoïcien puissant est de se rappeler la finitude. La mort n'est pas une pensée morbide, c'est un rappel urgent que le temps s'épuise. Quand tu procrastines, tu agis comme si tu étais éternel, comme si tu pouvais récupérer ce que tu laisses passer. Ce n'est pas le cas. Chaque jour que tu vis est un compte à rebours, et plus tôt tu l'acceptes, plus clairement tu comprendras que agir maintenant est ta seule option. Arrêter de procrastiner ne signifie pas tout faire en un jour, c'est décider de ne pas repousser ce que tu peux commencer. Chaque action entreprise dans le présent brise la chaîne d'excuses qui te retient. La maîtrise de la vie se gagne pas à pas, décision après décision. Et quand tu choisis d'agir maintenant, tu te libères du plus grand poids, le mensonge qu'il y aura toujours du temps. 7. Construisez votre valeur de l'intérieur. Un diamant n'a pas besoin d'applaudissements pour briller. Sa valeur ne dépend pas de qui le regarde, ni de combien le reconnaissent. Il l'a simplement parce que sa nature le soutient. Les gens, cependant, oublient cela et passent une grande partie de leur vie à chercher que les autres confirment leur valeur. Ils s'efforcent de s'intégrer, d'être acceptés, de collecter une validation externe comme s'ils étaient des pièces de monnaie, mais ces pièces rouillent et disparaissent. La vraie valeur ne se mesure pas par ce que les autres disent de vous. Elle se mesure par ce que vous construisez en vous-même. Les stoïciens savaient que dépendre de l'opinion des autres est une forme d'esclavage. Épictète l'a exprimé clairement. Si tu veux être libre, méprise ce qui ne dépend pas de toi. Et ce qui ne dépend pas de toi, c'est ce que les autres pensent, ce qu'ils approuvent ou critiquent. La seule chose que vous contrôlez vraiment est votre caractère, votre discipline et votre intégrité. C'est le terrain sur lequel vous devez travailler chaque jour, car c'est le seul où vous pouvez grandir sans craindre que quelqu'un vous le prenne. Le premier conseil pratique est d'arrêter de mesurer votre vie à l'aune des autres. Demandez-vous, ce que je fais, est-il cohérent avec mes valeurs, ou le fais-je simplement pour plaire? Si la réponse est la seconde, vous hypothéquez votre liberté. Commencez à décider en fonction de ce qui compte vraiment pour vous, même si cela dérange les autres. Ce malaise est le signe que vous laissez derrière vous la dépendance à l'approbation. Un autre conseil est de cultiver la discipline personnelle. La valeur intérieure ne vient pas de belles phrases, mais de tenir les promesses que vous vous faites. Quand vous dites « demain je m'entraîne » et que vous vous entraînez, vous construisez la confiance en vous-même. Quand vous décidez « je ne vais pas perdre de temps en distraction » et que vous tenez parole, vous renforcez votre caractère. Le respect de soi se forge dans ces actes silencieux que personne n'applaudit, mais que vous savez que vous avez accomplis. Il est également nécessaire d'apprendre à être seul sans se sentir vide.
Celui qui a besoin d'une compagnie constante pour se sentir précieux n'a jamais découvert sa véritable force. Marc Aurèle rappelait que l'homme noble est celui qui se suffit à lui-même. Consacrez du temps à la solitude, réfléchissez, écrivez, travaillez sur votre croissance sans dépendre des regards extérieurs. Au début, cela fait mal, mais avec le temps, vous découvrez que votre valeur ne réside pas dans le nombre de personnes qui vous entourent, mais dans la qualité de votre propre être. Construire votre valeur de l'intérieur est un processus continu. Cela ne signifie pas ignorer le monde, cela signifie ne pas vous soumettre à lui. Écouter les critiques peut être utile, mais elles ne doivent jamais vous définir. Les applaudissements peuvent encourager, mais ils ne doivent jamais devenir votre nourriture. La racine de votre force doit être en vous, dans la certitude que vous vivez avec intégrité, discipline et cohérence. Lorsque vous y parvenez, rien de l'extérieur ne peut vous enlever votre dignité. C'est la valeur la plus élevée, celle que personne n'accorde et que personne ne peut vous enlever. La valeur qui vous soutient même quand le monde se tait, même quand la reconnaissance n'arrive jamais. Cette valeur interne est la véritable richesse du stoïcien. 8. Accepte le progrès plutôt que la perfection. Le perfectionnisme est comme courir après l'horizon. On a l'impression de s'en rapprocher, mais on ne l'atteint jamais. Il y a toujours quelque chose à améliorer, toujours un détail qui manque, toujours un pas qui semble insuffisant. Celui qui vit esclave de la perfection ne célèbre jamais, n'avance jamais, ne se sent jamais complet. Le progrès, en revanche, est réel, tangible et constant. Même s'il est petit, même s'il n'est pas parfait, l'avancement est ce qui transforme ta vie. Les stoïciens comprenaient que chercher l'impossible est perdre la paix. Marc Aurèle disait que la perfection de la vie consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans anxiété, sans apathie et sans fausseté. Cette phrase renferme une vérité frappante. La vie ne consiste pas à atteindre un état parfait, mais à agir avec fermeté et cohérence à chaque instant. Quand tu acceptes cela, tu arrêtes de te punir pour ne pas atteindre un idéal inatteignable et tu commences à valoriser la discipline quotidienne qui te fait avancer. Le premier conseil est de reconnaître tes progrès, même s'ils sont petits. Demande-toi, suis-je un peu plus discipliné aujourd'hui qu'hier? Ai-je avancé même d'un pas vers mon objectif? C'est pas compte, car la grandeur n'arrive jamais d'un coup. Elle vient de la somme de petites victoires. Célébrer le progrès, c'est valoriser l'effort plutôt que de vivre esclave de l'idée de perfection. Un autre conseil pratique est de te concentrer sur le processus. La perfection est obsédée par le résultat, tandis que le progrès se concentre sur l'action. Si tu entraînes ton corps, ne te compare pas à la version idéale, compare-toi à la version passée de toi-même. Si tu travailles sur ta concentration, n'exige pas d'être à 100% dès le début. Reconnais que chaque minute d'attention retrouvée est une victoire. La comparaison avec les autres ne fait qu'alimenter la frustration. La comparaison avec toi-même nourrit la discipline. Il est également essentiel de changer ton dialogue interne. Arrête de dire « ce n'est pas suffisant » et commence à dire « je progresse ». La perfection te condamne à l'insatisfaction. Le progrès te motive à continuer. Épictète rappelait que l'homme sage ne cherche pas les applaudissements, il cherche à grandir dans ce qu'il peut contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton effort aujourd'hui, pas la perfection demain. Le progrès exige également de la patience. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, mais oublier que la transformation est lente est une erreur fatale. Sénèque enseignait que rien de précieux ne se construit du jour au lendemain. La patience n'est pas passivité, c'est discipline prolongée, la capacité de rester ferme même lorsque le changement n'est pas encore visible. Accepter le progrès plutôt que la perfection ne signifie pas se contenter, cela signifie être intelligent. Cela signifie comprendre qu'avancer d'un pas aujourd'hui est mieux que de rêver d'un bond impossible demain. Le succès n'est pas d'être parfait, c'est de ne jamais cesser d'avancer. Lorsque tu choisis le progrès, tu choisis la liberté, car tu cesses d'être esclave d'un idéal inexistant et tu deviens maître de ton propre chemin. 9.
Cherche des défis volontaires pour grandir. L'acier ne se forge pas dans le calme, il se forge dans le feu. Sans chaleur et sans coup, le métal resterait fragile et sans forme. Il en va de même pour le caractère humain. Il ne se renforce pas dans le confort, mais dans les défis que tu choisis d'affronter. Rester toujours dans la facilité peut te donner une vie sans soubresaut, mais cela te condamne aussi à la faiblesse. Grandir implique de traverser des épreuves, et si elles n'arrivent pas d'elles-mêmes, tu dois avoir le courage de les chercher. Les stoïciens pratiquaient ce principe avec rigueur. Sénèque recommandait de vivre des jours d'inconfort volontaire, dormir sur le sol, manger le minimum, porter des vêtements simples, non pas parce qu'ils étaient pauvres, mais parce qu'ils voulaient s'entraîner à ne pas dépendre de l'extérieur. Cette pratique révélait que la force ne se construit pas quand tout va bien, mais quand tu choisis la difficulté comme maître. Épictète rappelait aussi que le véritable progrès est de montrer de la discipline même quand tu pourrais choisir le plaisir facile. Le premier conseil est d'introduire de petits défis dans ta vie quotidienne. N'attends pas que l'adversité arrive pour tester ton caractère. Lève-toi plus tôt, entraîne-toi quand tu n'as pas envie, prive ton corps de certains luxes, apprends quelque chose de nouveau qui te dérange. Ces défis volontaires sont des entraînements qui préparent ton esprit aux coups inattendus de la vie. Si tu supportes l'inconfort choisi, tu supporteras mieux celui qui vient sans préavis. Une autre étape est de mettre à l'épreuve ta patience et ta discipline dans des contextes où tu n'as pas de garantie. Assumer des projets difficiles, oser t'exposer à des critiques, chercher des expériences qui te sortent de l'ordinaire. Marc Aurèle rappelait que l'obstacle est le chemin. Et quand tu fais des défis une partie de ta routine, tu arrêtes de les voir comme des ennemis et tu commences à les voir comme des alliés. Il est également essentiel de maintenir une mentalité d'apprentissage. Le défi n'est pas seulement pour souffrir, c'est pour grandir. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cet inconfort? Quelle partie de moi se renforce avec ce défi? Ainsi, tu transformes la douleur en leçon, la frustration en patience et la chute en résilience. Chaque difficulté, si tu l'affrontes avec cette attitude, devient un maître. Un exercice stoïcien puissant est de pratiquer la privation volontaire. Choisis consciemment de lâcher quelque chose que tu aimes, non pas pour te punir, mais pour te rappeler que tu n'es l'esclave de rien. Dormir moins confortablement, réduire tes dépenses, jeûner, tout cela entraîne ta volonté. Cela te montre que tu peux vivre avec moins et que ta force ne dépend pas de l'extérieur. Chercher des défis volontaires ne signifie pas compliquer ta vie sans raison. Cela signifie choisir des inconforts stratégiques pour construire un caractère inébranlable. Chaque défi accepté est une brique de plus dans ta forteresse intérieure. Et quand la véritable adversité arrivera, elle ne te trouvera pas faible ni effrayé, mais préparé. Le confort constant endort, la difficulté volontaire réveille. Celui qui cherche des défis devient maître de lui-même, car il apprend que grandir implique toujours de l'inconfort et que le feu qui brûle est le même qui forge. 10. Pratique le pardon comme un acte de liberté. Garder rancune est comme porter un sac à dos plein de pierres et prétendre courir avec toute sa vie. Chaque offense non pardonnée, chaque blessure non résolue devient un poids qui épuise l'esprit et consomme l'énergie. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé ni ne justifie le tort, mais il brise la chaîne qui te lie au passé. Ce n'est pas un cadeau pour celui qui t'a blessé, c'est un acte de libération personnelle. Les stoïciens comprenaient que la colère et le ressentiment sont des formes d'esclavage. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Cet enseignement est brutalement clair. Tant que tu imites la haine, tu restes coincé dedans. Pardonner ne signifie pas oublier, ni permettre qu'on te fasse à nouveau du mal. Cela signifie arrêter de nourrir en toi ce qui te consume. Celui qui ne pardonne pas devient l'esclave de la même douleur qu'il déteste. Le premier conseil est d'accepter que la blessure a déjà eu lieu. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux choisir comment aller de l'avant. Épictète rappelait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion sur elles.
Quand tu t'accroches au ressentiment, tu choisis de perpétuer la blessure. Reconnaître que tu n'as plus de contrôle sur le passé est la première étape pour le lâcher. Un autre conseil pratique est de séparer l'acte de la personne. Quelqu'un peut t'avoir fait du mal, mais ta vie ne doit pas être définie par cet acte. Pardonner, c'est reconnaître que ce qui s'est passé ne te détermine pas, que ton identité ne dépend pas de ce que les autres ont fait. Cette séparation te rend le pouvoir, car tu cesses d'être une victime éternelle pour devenir le protagoniste de ta propre histoire. Le pardon nécessite également des limites claires. Il ne s'agit pas de permettre qu'on continue à te faire du mal, il s'agit de libérer ton intérieur du fardeau. Établir une distance, couper des liens ou te protéger n'est pas une contradiction, c'est de la cohérence. Le pardon est un acte interne, pas nécessairement une réconciliation externe. Enfin, souviens-toi que pardonner est un entraînement de force. Chaque fois que tu choisis de lâcher la rancune, tu renforces ta résilience. Sénèque disait que le sage s'élève au-dessus de l'offense, parce qu'il sait que la douleur ne réside pas dans l'insulte, mais dans la façon dont tu la reçois. Pratiquer le pardon et s'entraîner à cette élévation, c'est décider que personne n'a le droit de gouverner ta paix intérieure. Le pardon n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de force. Seul le fort peut laisser aller sans porter de chaînes invisibles. En pardonnant, tu ne libères pas l'autre, tu te libères toi-même. C'est la vraie victoire. La nuit ne ment pas. Quand tout s'éteint et que les voix du monde disparaissent, le silence devient un juge impitoyable qui t'oblige à t'écouter sans filtre. Il n'y a pas d'écran pour distraire, pas d'excuse pour cacher ce que tu es. Il ne reste que toi, ton esprit et les vérités que tu essaies d'éviter pendant la journée. Et là, dans cette obscurité qui dérange, commence le véritable pouvoir du silence. Les stoïciens ont compris qu'il ne faut pas de bruit pour être fort. Il faut du courage pour se taire et affronter ce qui fait mal. Le silence nocturne n'est pas un vide, c'est un champ fertile où grandit la clarté, la tranquillité et la liberté intérieure. Marc Aurèle le vivait dans chaque réflexion avant de dormir. Sénèque l'écrivait comme un remède contre l'anxiété. Épictète l'enseignait comme une discipline pour ne pas être esclave des émotions. Il savait que celui qui maîtrise le silence se maîtrise lui-même. Ce n'est pas un voyage confortable. C'est un parcours en 15 leçons où tu découvriras que le silence est plus brutal que n'importe quel mot, car il arrache les masques et te laisse nu face à toi-même. Mais c'est aussi le maître le plus honnête. Il t'apprend à lâcher ce qui ne dépend pas de toi, à guérir des blessures invisibles, à traverser le pont vers la paix intérieure et à semer chaque nuit la graine d'une nouvelle aube. Reste jusqu'à la fin, car ici, il ne s'agit pas de belles théories ni de phrases de consolation. Ici, nous parlons de comment le silence peut te transformer en quelqu'un de plus fort, plus conscient et plus libre. La question est, es-tu prêt à l'affronter ou continueras-tu à fuir chaque nuit de toi-même? 1. Fais du silence ta médecine quotidienne. Le silence nocturne est comme une rivière profonde qui coule sous la surface, invisible pendant la journée, mais impossible à ignorer lorsque l'obscurité recouvre tout. Cette rivière garde des secrets, du calme et de la force, mais elle peut aussi emporter celui qui ne sait pas y entrer avec l'esprit clair. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils le confondent avec le vide, parce qu'ils pensent que c'est une absence inconfortable qui n'apporte que de la solitude. Cependant, le stoïcien sait que le silence est une médecine, et comme toute médecine, il peut être amer au début, mais il devient un remède lorsque tu apprends à le prendre à la bonne dose. Faire du silence, ta médecine quotidienne, signifie transformer ce que beaucoup voient comme un espace vide en un laboratoire personnel où tu entraînes ton esprit à lâcher le bruit, à observer calmement et à écouter ce qui compte vraiment. Le problème est que nous avons rempli nos nuits de distractions qui anesthésient, écrans, conversations superficielles, soucis répétitifs. Nous croyons que cela nous calme, mais en réalité, cela ne fait que nous éloigner davantage de nous-mêmes. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus de bruit déguisé en compagnie, mais le courage de rester silencieux et de boire à cette source qui, bien qu'inconfortable au début, renforce l'âme.
Comment le transformer en médecine sans qu'il devienne une punition? D'abord, établis un rituel nocturne de déconnexion. Avant de dormir, éteins les appareils, baisse les lumières et concentre-toi sur ta respiration. C'est un geste simple, mais c'est comme préparer le corps à recevoir la juste dose de silence. Tu n'as pas besoin d'heures, 10 minutes de tranquillité totale suffisent pour remarquer comment l'esprit commence à ordonner ce qui semblait chaotique. Le deuxième conseil est d'apprendre à écrire ce qui te poursuit. Lorsque le silence arrive et que les pensées t'attaquent, mets-les sur papier. Écrire, c'est sortir le poison de la poitrine et le laisser dehors pour que le silence guérisse au lieu d'étouffer. Le troisième conseil est de donner un but au silence. Ne le vois pas comme un temps mort, mais comme un entraînement. Utilise ces moments pour réfléchir à des questions stoïciennes. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui était sous mon contrôle? Quelles émotions m'ont dominé et lesquelles ai-je pu dominer? Cette pratique transforme la nuit en un maître sévère mais juste. Il ne s'agit pas de te critiquer sans pitié, mais de te reconnaître avec honnêteté et d'apprendre de cela. Tu dois aussi éviter de confondre le silence avec l'isolement destructeur. Ce n'est pas t'éloigner du monde, ni t'enfermer dans un vide, mais créer un espace conscient où le calme peut guérir. Si tu remarques que le silence se transforme en anxiété insupportable, change de perspective. Accompagne-le de respiration profonde, de musique douce sans paroles ou d'une brève méditation guidée. L'objectif n'est pas de fuir, mais de t'habituer peu à peu, comme celui qui s'habitue à un goût fort jusqu'à découvrir sa valeur nutritive. Fais du silence ta médecine quotidienne et tu verras comment ta relation avec la nuit change. Tu cesseras de craindre le moment où tout se tait, parce que tu comprendras que c'est là que se cache la force que le bruit n'a jamais pu te donner. Chaque dose de silence prise avec discipline te rendra plus résistant à l'anxiété, plus maître de ton esprit et plus libre face aux distractions qui consomment ton énergie. Le silence est un maître sévère, oui, mais c'est aussi le seul qui te montre la vérité sans fioriture. Et si tu as le courage de l'écouter chaque nuit, tu découvriras que ce qui semblait être une rivière sombre est en réalité la source la plus claire de ta propre force. 2. Transforme l'inquiétude en clarté. L'esprit agité la nuit ressemble à une chambre remplie de miroirs brisés. Chaque fragment reflète une partie de toi, mais tous déforment l'image entière. Les pensées bondissent comme des reflets désordonnés, créant confusion, anxiété et un bruit intérieur qui t'empêche de te reposer. Cette inquiétude ne naît pas du silence, mais de la façon dont tu l'affrontes. Le silence n'invente pas tes préoccupations. Il les amplifie pour que tu n'aies nulle part où les cacher. Et c'est là que beaucoup échouent. Au lieu de profiter de cette occasion pour mettre de l'ordre dans leur esprit, ils se laissent emporter par le flot de pensées sans direction. Le stoïcien savait qu'on ne peut pas contrôler le cours de la vie, mais seulement la manière dont on y répond. Marc Aurèle disait que l'esprit se teinte de la couleur de tes pensées. Si ton silence nocturne est rempli d'anxiété et de peur, ton repos se colore de ces teintes. La différence réside dans la façon dont tu choisis de gérer l'inquiétude. Le premier pas pour transformer l'inquiétude en clarté est de reconnaître que lutter contre les pensées ne sert à rien. Plus tu essaies de les faire taire de force, plus elles crient. Au lieu de leur résister, observe-les comme on observe des nuages passer dans le ciel. Elles sont là, elles ont une forme, mais elles ne sont pas permanentes. Cet acte simple d'observation réduit le poids que tu leur donnes et ouvre un espace pour que le silence agisse comme un filtre. Le deuxième conseil est d'utiliser la respiration comme encre. Quand l'esprit s'accélère, le corps suit. Respire lentement, profondément, en comptant chaque inspiration et chaque expiration. La respiration n'apaise pas seulement le corps, elle ordonne aussi l'esprit. C'est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, revenir au présent, car le présent est toujours plus supportable que les fantômes du futur ou les échos du passé. Une troisième habitude puissante consiste à pratiquer la gratitude nocturne. Quand l'inquiétude surgit, ton esprit se focalise sur ce qui manque ou sur ce qui a mal tourné. Change cette direction par un acte de rébellion.
Écris ou répète à voix basse 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans la journée. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, le sourire de quelqu'un, le fait d'avoir résisté à une tentation, ou simplement celui d'avoir un toit. La gratitude agit comme une lumière qui traverse l'obscurité de l'inquiétude et révèle un chemin de clarté. Une autre stratégie consiste à transformer l'énergie de ces pensées en plans concrets. Si ce qui t'inquiète est quelque chose que tu dois résoudre, écris un plan simple pour demain. Noter une action claire transforme le bruit en direction et libère ton esprit du fardeau de devoir te le rappeler toute la nuit. Sénèque enseignait que nous ne souffrons pas tant de ce qui est réel que de ce qui est imaginé. Le dernier conseil est d'accepter que toutes les réponses n'arrivent pas immédiatement. Le silence ne résout pas toujours sur le champ, mais il donne l'espace nécessaire pour que les idées s'ordonnent. Parfois, la clarté n'apparaît pas pendant la nuit même, mais au matin, après avoir permis à ton esprit de se reposer. L'important est de ne pas confondre inquiétude et échec, mais de la voir comme un signal qu'une partie de toi demande ton attention, et que le silence est l'endroit idéal pour la découvrir. Transformer l'inquiétude en clarté est un acte de discipline et de courage. Cela ne signifie pas que le bruit intérieur disparaît à jamais, mais que tu apprends à l'utiliser comme matière première pour créer de l'ordre. La prochaine fois que la nuit t'assaillira de pensées débordantes, souviens-toi que c'est toi qui décides si ces fragments de miroir brisés te blessent ou si tu les ajustes pour voir un reflet plus net. Le silence t'offre l'espace, mais la clarté, c'est toi qui la construis. 3. Lâche ce qui ne dépend pas de toi. L'esprit chargé de soucis ressemble à un voyageur qui essaie de traverser un pont en portant des pierres dans ses poches, un sac à dos plein et des chaînes attachées à ses pieds. Il avance, oui, mais chaque pas est lent, douloureux et souvent inutile. Le pire, c'est que la plupart de ces pierres ne lui appartiennent même pas. Il les a ramassées sur le chemin parce qu'il croyait qu'il devait les porter. C'est ainsi que nous vivons chaque nuit, accrochés à des problèmes, à des opinions étrangères et à des situations qui n'ont jamais été sous notre contrôle. Le silence de la nuit expose ce poids de manière brutale, car au milieu du calme, tu entends avec plus de force tout ce que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu distingues ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète a été clair. L'extérieur est indifférent. L'intérieur est la seule chose qui compte. Cependant, nous continuons à perdre de l'énergie dans ce que nous ne pourrons jamais maîtriser, de l'opinion des autres au cours de la chance. À quoi bon te fatiguer dans des discussions mentales avec des scénarios qui ne sont pas entre tes mains? Le résultat est toujours le même. Anxiété, frustration et perte de temps précieux. Le premier conseil pour lâcher ce qui ne dépend pas de toi est de pratiquer la dichotomie du contrôle de manière consciente. Avant de dormir, pose-toi 2 questions simples. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Puis-je faire quelque chose à ce sujet maintenant? Si la réponse est non, alors libère-le. Il n'a pas de sens de porter un poids que tu ne peux pas bouger. Cette habitude mentale fonctionne comme un filtre qui nettoie ton esprit avant de dormir et te permet de te reposer avec plus de sérénité. Le deuxième conseil est d'arrêter d'être obsédé par l'opinion des autres. Souvent, l'inquiétude nocturne surgit parce que quelqu'un a dit quelque chose qui a blessé ton orgueil ou parce que tu crains ce que les autres pensent de toi. Marc Aurèle rappelait que bientôt tout le monde oubliera, même ceux qui jugent aujourd'hui. T'accrocher à ces voix ne fait que te lier à un jugement qui ne contrôle pas ta vie. Change de focus. Pense à comment tu as agi, à ce qui était entre tes mains, et laisse le reste se dissoudre dans le silence. Une autre pratique puissante est de visualiser l'acte de lâcher. Quand tu es allongé et que les pensées te tourmentent, imagine que chaque souci est une pierre dans ta main. Lâche-la mentalement et sens comment elle tombe au sol. Cet exercice symbolique donne à ton esprit le sentiment de libération. Et bien qu'il semble simple, il entraîne ton inconscient à lâcher plus facilement. Le 4e conseil est de limiter la consommation d'informations avant de dormir. L'excès de nouvelles, de réseaux sociaux et de drames étrangers te remplit de charges qui ne sont pas les tiennes. Demande-toi,
Ai-je vraiment besoin d'emporter cela au lit? La plupart du temps, la réponse est non. Remplis ton silence de tes propres réflexions, pas des problèmes d'un monde que tu ne pourras jamais contrôler. Enfin, comprends que lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie prioriser. Le stoïcien n'est pas indifférent par froideur, mais parce qu'il comprend que sa force est limitée et qu'il doit l'investir dans ce qu'il peut réellement transformer. C'est de l'intelligence pratique. Celui qui ne lâche pas l'extérieur s'épuise inutilement. Celui qui le lâche gagne en clarté et en pouvoir sur lui-même. Le silence de la nuit devient un médicament lorsque tu laisses tomber ce qui ne dépend pas de toi. Chaque pierre lâchée est un pas plus léger vers le calme, et chaque chaîne brisée est un rappel que la liberté n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été dans ta façon de choisir. 4. Nettoie tes blessures invisibles. Les blessures qui pèsent le plus ne sont pas celles qui saignent, mais celles que personne ne voit. Elles se cachent comme des cicatrices sous la peau de l'âme, silencieuses pendant la journée, mais la nuit, elles se réveillent avec plus de force. C'est comme marcher avec des morceaux de verre enfouis dans les pieds. Ils ne se voient pas de l'extérieur, mais chaque pas fait mal. Le silence nocturne, en éteignant tout bruit extérieur, met à nu ces marques que nous préférons ignorer, des souvenirs qui font mal, des mots qui ont blessé et des erreurs qui continuent à faire mal. Si tu n'apprends pas à les nettoyer, tu continueras à répéter la même histoire encore et encore. Les stoïciens savaient que l'esprit malade ne se guérit pas avec des distractions, il se guérit avec la réflexion et la discipline. Sénèque disait que personne n'est plus malheureux que celui qui ne regarde jamais en lui-même. Dans le silence de la nuit, une opportunité unique s'ouvre. Écoutez ces blessures invisibles pour commencer à les guérir. Il ne s'agit pas de recréer la douleur, mais de l'affronter avec courage, de la reconnaître et de lui donner le traitement qu'elle mérite. Le premier conseil est de ne pas fuir tes émotions. Quand l'inconfort arrive, beaucoup cherchent à le couvrir avec du divertissement ou du bruit. Cette habitude est comme couvrir une blessure avec des vêtements sans la désinfecter. Elle semble cachée, mais elle continue à s'infecter. Au lieu de fuir, consacre quelques minutes chaque nuit à te demander quelle émotion est apparue avec le plus de force pendant la journée. La nommer fait déjà partie de la guérison, car en mettant des mots dessus, tu cesses d'être l'esclave de ce que tu t'es. Le deuxième conseil est d'écrire ce que tu ressens. Le papier supporte ce que ton esprit ne devrait pas porter seul. Noter tes peurs, ta colère ou ta tristesse est comme nettoyer une blessure avec de l'eau claire. Ça fait mal au début, mais ça empêche l'infection. Le silence devient ainsi un allié qui te force à lâcher ce que le cœur ne peut plus retenir. Une autre pratique puissante est l'auto-interrogation stoïcienne. Demande-toi, pourquoi ce souvenir m'affecte-t-il autant? Quelle croyance cachée maintient cette blessure en vie? Souvent, nous découvrons que ce qui fait mal n'est pas l'événement en lui-même, mais le sens que nous lui avons donné. Changer de perspective transforme la blessure en apprentissage. Marc Aurèle le résumait bien. Si c'est dans ton esprit, tu peux lui donner une autre forme. Le quatrième conseil est de ne pas t'accrocher à la culpabilité. Beaucoup de blessures invisibles restent ouvertes parce que tu revives encore et encore ce que tu as fait de mal. Mais la culpabilité perpétuelle ne guérit pas, elle paralyse seulement. Apprends à la remplacer par la responsabilité. Reconnais ton erreur, assume ce qui dépend de toi et laisse le reste se dissoudre. Le silence de la nuit est un bon moment pour te rappeler que tu n'es plus la même personne qui a commis cette erreur et que chaque jour, tu as l'opportunité de faire différemment. Le cinquième conseil est de pratiquer le pardon intérieur. Il ne s'agit pas de justifier l'injustifiable, mais de te libérer du poison qui reste à l'intérieur. Garder du ressentiment, c'est comme laisser une épine enfoncée en espérant que le temps l'expulse seul, mais cela n'arrive jamais. La seule façon de guérir est de retirer cette épine de ta propre main, même si cela fait mal. Le silence nocturne est le moment parfait pour le faire, car personne d'autre ne te distrait et tu peux affronter cette vérité en solitude. Nettoie tes blessures invisibles chaque nuit et tu remarqueras comment le fardeau devient plus léger. Cela ne signifie pas que tu oublieras.
Cela signifie que tu apprendras à regarder tes cicatrices sans peur, en reconnaissant qu'elles t'ont rendu plus fort. Le silence n'efface pas le passé, mais il t'apprend à le transformer en force présente. Et quand tu apprends à dormir avec des blessures propres, tu te réveilles avec l'esprit libre pour marcher sans le poids de ce qui t'a brisé un jour. 5. Traverse le pont vers la paix intérieure. L'esprit humain ressemble à une ville bruyante pendant la journée. Des voitures qui passent, des voix qui se croisent, des annonces qui crient à chaque coin de rue. Mais quand la nuit tombe, ce tumulte extérieur s'éteint et laisse place à un silence étrange, comme un pont qui relie ce que tu as été pendant la journée à ce que tu seras demain. Ce pont n'est ni de pierre ni de fer, il est invisible, fait de pensées, d'émotions et de décisions. Et le traverser n'est pas toujours facile, car de l'autre côté, ce n'est pas le bruit qui t'attend, mais la paix intérieure, un lieu que beaucoup désirent, mais que peu atteignent parce qu'ils se laissent distraire en cours de route. Les stoïciens ont compris que la paix ne se trouve pas dans les palais, ni dans la richesse, ni dans la célébrité, mais dans la façon dont tu apprends à gouverner ton esprit. Marc Aurèle le disait sans détour. La tranquillité vient de l'ordre de tes propres pensées. Le silence nocturne est ce pont qui t'invite à mettre de l'ordre dans ce qui désordonne ta vie. Si tu le traverses avec discipline, chaque nuit devient un acte de libération. Un pas ferme vers un terrain où rien d'extérieur ne peut te secouer. Le premier conseil pour traverser ce pont est de reconnaître que la paix intérieure ne se mendie pas, elle se construit. Arrête d'attendre que les circonstances changent pour te sentir en paix. Si ton esprit dépend du calme du monde, tu ne te reposeras jamais. La nuit, quand tout se tait, répète cette vérité. L'extérieur ne m'appartient pas, ma paix dépend de moi. Transformer cette idée en habitude, c'est comme poser des planches solides sur le pont jusqu'à le rendre plus solide. Le deuxième conseil est de pratiquer la respiration consciente comme outil de transition. Chaque inhalation est un pas sur ce pont. Chaque exhalation laisse derrière elle un fardeau. Respire en comptant lentement jusqu'à 4. Expire en comptant jusqu'à 6. Et à chaque cycle, imagine que tu avances vers un endroit plus clair. Cela peut sembler simple, mais entraîner le corps au calme ouvre la porte à l'esprit pour le suivre. Une troisième habitude est d'examiner ta journée avec objectivité. Demande-toi ce que tu as accompli, quelles erreurs tu as commises et ce que tu as appris. Ne te trompe pas, ne te punis pas, sois honnête. Cet exercice n'est pas pour te blâmer, mais pour mettre de l'ordre. Sénèque disait que celui qui révise ses actes chaque nuit se prépare à dormir en paix, car il ne traîne pas de compte en suspens. Ce bilan transforme le silence en un juge juste qui ne te condamne pas, mais qui te guide. Le quatrième conseil est d'éviter d'emmener des conflits non résolus au lit. S'il y a eu une dispute ou un malentendu, note-le sur un papier avec une possible solution pour demain. Ainsi, tu libères ton esprit de tourner en rond sans raison. Le silence ne doit pas devenir une prison de problèmes, mais un pont qui te connecte avec des solutions. Le cinquième conseil est de cultiver une pensée stoïcienne avant de dormir. Répète mentalement, « Rien d'extérieur ne peut me voler ma tranquillité ». Cette affirmation, dite en silence, agit comme une clé qui ferme les portes au bruit mental. Marc Aurèle le faisait avec des phrases qui lui rappelaient son pouvoir interne face au chaos externe. Tu peux faire la même chose avec tes propres mots de force. Traverser le pont vers la paix intérieure ne signifie pas que les difficultés disparaissent. Cela signifie que tu apprends à les affronter depuis un lieu de clarté. Le silence nocturne devient ce chemin qui sépare la confusion du jour et la sérénité que tu désires. Si tu décides de le parcourir chaque nuit, tu te réveilleras avec l'esprit plus léger, prêt à affronter la réalité avec fermeté. Et c'est là que tu découvres que la paix n'était pas une destination lointaine. Elle a toujours été là, de l'autre côté du pont, en toi. 6. Renouvelez votre esprit dans le calme. L'esprit humain ressemble à une flamme qui brûle au milieu du vent.
Pendant la journée, le tumulte, les exigences et les problèmes soufflent sans relâche, affaiblissant cette flamme jusqu'à la rendre presque invisible. Mais la nuit arrive, et avec elle le silence qui devient un refuge, un espace où le vent s'arrête et la flamme peut repousser. Renouveler l'esprit dans le calme, c'est profiter de cet instant pour récupérer ce que la journée a consommé, non pas avec des évasions ou des distractions, mais avec une présence consciente. Les stoïciens comprenaient que le repos n'était pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Marc Aurèle se répétait qu'il devait se retirer en lui-même comme celui qui cherche un refuge secret. Sénèque l'exprimait en soulignant que la tranquillité vient de ne pas dépendre de l'extérieur. Et Épictète enseignait que, même si le monde s'effondre, la maîtrise de l'esprit reste votre plus grande force. Renouveler votre esprit dans le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité quotidienne, car personne ne peut rester fort dans un monde aussi exigeant sans prendre le temps de se reconstruire. Le premier conseil est d'établir un rituel de calme avant de dormir. Il ne suffit pas simplement de se coucher, il faut préparer le terrain. Diminuez l'intensité des lumières, respirez lentement et déconnectez-vous des écrans. Ce simple acte est comme fermer les portes au bruit de la journée et ouvrir l'espace pour que votre intérieur respire. Le corps obéit aux symboles et lorsque vous créez cet environnement, votre esprit comprend qu'il est temps de se renouveler. Le deuxième conseil est de pratiquer la visualisation stoïcienne. Avant de dormir, imaginez que chaque souci de la journée se dissout comme de la fumée dans l'air. Vous pouvez le visualiser comme une corde qui se coupe ou comme un fardeau que vous lâchez. En le faisant, vous envoyez à l'inconscient un message clair. Je n'ai pas besoin de porter cela avec moi. Cet acte symbolique permet au silence de travailler en faveur de votre calme, plutôt que contre vous. Le troisième conseil est de consacrer quelques minutes à la gratitude profonde. Il ne s'agit pas d'une gratitude superficielle, mais de reconnaître clairement ce qui soutient réellement votre vie. Remerciez la santé, les personnes qui vous accompagnent, les opportunités que vous avez eues, même les difficultés qui vous ont fait grandir. Cette pratique non seulement apaise l'esprit, mais renforce aussi l'esprit parce qu'elle le concentre sur ce qu'il a déjà, pas sur ce qui lui manque. Une autre stratégie puissante est la lecture brève de pensées philosophiques avant de dormir. Les stoïciens avaient l'habitude de revoir des idées qui rappelaient la fugacité de la vie, l'importance de la vertu et l'insignifiance du bruit extérieur. Une seule phrase de Marc Aurèle ou de Sénèque peut agir comme une graine qui germe dans le calme de la nuit et renouvelle la perspective avec laquelle vous affronterez le lendemain. Le cinquième conseil est d'écouter le silence plutôt que de lui résister. Beaucoup sont mal à l'aise parce qu'ils sentent que le silence est vide, mais la vérité est qu'il est plein de signaux internes. Écoutez votre respiration, le rythme de votre cœur et la sérénité qui s'installe peu à peu. C'est votre esprit qui vous rappelle que vous êtes toujours en vie et que vous avez la force de continuer. Cette conscience est l'étincelle qui ravive la flamme intérieure. Renouveler votre esprit dans le calme n'est pas se compliquer avec des techniques complexes. C'est apprendre à utiliser la nuit comme un atelier secret où vous reconstruisez votre force. Chaque jour, le monde essaie de vous user, mais chaque nuit, vous avez l'opportunité de vous relever plus fort. Si vous choisissez le calme comme votre allié, vous vous réveillerez non seulement reposé, mais renouvelé, avec un esprit plus ferme qu'aucun bruit extérieur ne pourra briser. Le silence n'est pas une absence, c'est le feu qui vous rallume. 7. Apprenez la patience dans le silence. Le silence nocturne ressemble à une horloge sans aiguille. Il ne marque pas l'heure, il ne court pas, il est simplement là. Et cette tranquillité, qui pour beaucoup est insupportable, est en réalité le plus dur des enseignants, la patience. Le monde moderne nous a formés à l'immédiateté, à vouloir des résultats instantanés, des réponses rapides et des gratifications immédiates. Mais lorsque la nuit tombe et qu'il n'y a pas de stimuli externes pour nous divertir, ce que nous évitons tant se révèle, l'incapacité d'attendre sans anxiété. La philosophie stoïcienne soutenait que la patience n'est pas de la passivité, mais de la maîtrise de soi face au temps. Épictète disait que nous ne souffrons pas des choses, mais de la façon dont nous les interprétons.
Cette interprétation, lorsqu'elle manque de patience, se transforme en impatience destructrice. Vous voulez que tout change maintenant, que les blessures guérissent rapidement, que les plans se réalisent immédiatement. Le silence, cependant, enseigne le contraire. Il vous oblige à vous arrêter, à accepter que les choses prennent leur rythme et que résister à ce rythme ne fait qu'augmenter la douleur. Le premier conseil pour apprendre la patience dans le silence est de s'entraîner à respirer comme un exercice d'attente. Prenez quelques minutes pour inspirer profondément, retenir votre souffle et ensuite le relâcher lentement. Ce geste simple entraîne votre corps et votre esprit à supporter la pause. Chaque respiration devient une leçon pratique. L'important n'arrive pas en courant. Il arrive lorsque vous respectez le rythme naturel. Le deuxième conseil est d'utiliser le silence nocturne pour observer vos pensées sans réagir immédiatement. Lorsque l'impatience arrive, ne cherchez pas de solution rapide ni d'échappatoires immédiats. Imaginez que vos pensées sont des enfants agités dans une salle de classe. Votre rôle n'est pas de les punir ni de courir après eux, mais de les observer jusqu'à ce qu'ils se calment d'eux-mêmes. Cette attitude développe la patience intérieure que vous pourrez ensuite appliquer dans votre vie quotidienne. Le troisième conseil est d'établir de petits défis d'attente consciente. Par exemple, lorsque vous vous couchez, évitez de vérifier votre téléphone pendant les 30 premières minutes. Cette petite discipline renforce votre tolérance à la pause. Ce qui semble insignifiant dans la pratique quotidienne construit des muscles de patience pour des situations plus grandes. Marc Aurèle rappelait que rien de grand ne surgit du jour au lendemain, et apprendre à attendre dans les petites choses prépare le caractère pour les grandes. Une autre pratique précieuse est de transformer l'impatience en réflexion. Chaque fois que vous ressentez l'urgence de résoudre quelque chose dans la nuit, au lieu de vous lever ou de vous agiter, demandez-vous quelle partie de cela dépend vraiment de moi et quelle partie nécessite du temps. Cette simple question désarme l'anxiété, car elle vous rappelle que tout ne se résout pas par une action immédiate. Souvent, la meilleure décision est d'attendre et de laisser le temps faire son travail. Le cinquième conseil est de se rappeler que la patience est un acte de force, pas de faiblesse. Celui qui attend calmement n'est pas passif, c'est quelqu'un qui a confiance en sa capacité à résister. Sénèque disait que rien ne nous appartient plus que le temps, et le gaspiller en impatience est une insulte à cette ressource si limitée. Utilisez le silence nocturne pour vous réconcilier avec le temps, pour comprendre que chaque attente est aussi une opportunité de croissance. Apprendre la patience dans le silence ne signifie pas se résigner ni tomber dans l'apathie, cela signifie accepter que la vie se déplace à son propre rythme et que le véritable pouvoir réside dans l'alignement avec lui sans se briser. 8. Sème ta nuit pour un nouveau lever de soleil. La nuit ressemble à un champ sombre où personne ne voit ce qui se passe sous la terre. À première vue, elle semble calme, mais dans l'invisible, la graine est déjà en train de travailler, se brisant pour donner vie à ce qui émergera demain. C'est ainsi que fonctionnent ton esprit et ton âme dans le silence nocturne. Ce que tu sèmes avant de dormir germera en toi et définira la manière dont tu te réveilleras. Si tu remplis ce terrain de pensées chaotiques, de ressentiments et de peur, à l'aube, tu récolteras de l'anxiété et de la fatigue. Mais si tu choisis de semer la tranquillité, la gratitude et la direction, le jour suivant naîtra différemment, plus léger, plus solide, plus à toi. Le stoïcisme enseigne que chaque journée doit se terminer par un bilan, car il n'y a pas de lendemain solide sans une nuit bien semée. Marc Aurèle écrivait pour lui-même des réflexions qui semaient la clarté dans son esprit, comme un agriculteur qui prépare la terre avant de dormir. Sénèque recommandait de revoir les erreurs de la journée pour les corriger, non pas avec culpabilité, mais avec l'intention de grandir. La première étape pour semer ta nuit est de pratiquer l'examen conscient. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu améliorer et ce que tu dois lâcher. Cette réflexion fonctionne comme une charrue qui nettoie la terre des pierres, car elle enlève de ton esprit ce qui pourrait entraver le repos. Il ne s'agit pas de te juger durement,
mais de reconnaître ta réalité avec honnêteté et de semer la graine de l'amélioration. La deuxième habitude est de choisir une pensée graine pour dormir. Cela peut être une phrase stoïcienne, une idée puissante ou une affirmation qui te rappelle ton contrôle intérieur. La répéter en silence est comme laisser une graine dans la terre fertile de ton esprit. Cette graine, pendant le sommeil, se transforme en force qui nourrit ton esprit et se reflète dans la façon dont tu affrontes l'aube. Le troisième conseil est de semer la gratitude. Avant de fermer les yeux, reconnais au moins 3 choses qui ont donné un sens à ta journée. Cette gratitude n'est pas une formalité, c'est un engrais pour ton âme. Elle te rappelle que même au milieu des difficultés, il y a des lumières qui valent la peine. Cette reconnaissance change la façon dont tu te réveilles, car tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce qui s'ajoute, pas sur ce qui manque. La 4e étape est de prendre soin de ce que tu consommes avant de dormir. Sème la tranquillité, pas le chaos. Évite de remplir ton esprit de nouvelles, de discussions ou de réseaux sociaux qui laissent des résidus toxiques. Tout comme un champ ne germe pas avec des déchets, ta nuit ne portera pas de fruits si tu la nourris de désordre. Remplace cette consommation par une lecture brève, de la musique tranquille ou du silence conscient. Ce que tu sèmes dans cette dernière heure sera ce qui se lèvera avec toi. Enfin, comprends que semer la nuit est un acte de discipline, pas d'improvisation. Celui qui ne sème pas consciemment finit par récolter ce que d'autres ont semé dans son esprit. Publicité, opinion d'autrui, problèmes externes. Le stoïcien, en revanche, protège son terrain intérieur et le cultive avec ce qui le renforce. C'est la différence entre un lever de soleil vide et un lever de soleil avec un but. Sème ta nuit avec intention et tu verras comment chaque lever de soleil cesse d'être une répétition mécanique pour devenir une nouvelle opportunité. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste la décision de prendre soin de ton terrain intérieur. Au final, le silence nocturne n'est pas une fin, c'est un début. Et chaque graine que tu plantes en lui sera la racine invisible de ta force au réveil. Ainsi, tu découvriras que la vie ne se construit pas en grands gestes isolés, mais en petites semailles silencieuses qui germent avec le soleil. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.